Bonjour, je m'appelle Ursula et je vais vous lire le 46e chapitre, Le soldat de ville. Salut, force des désemparés. Le lendemain, Itzgo arpenta son parcours habituel, sans compter pour une fois passant des planches aux branches qui couvraient le sol, évitant les vaches, les porcs, les cris, les disputes et les charrettes des paysans. Il avait besoin de réfléchir. Le gérant Ludolphe Desgermais lui souriait hypocritement dès qu'il l'apercevait. Itzgo avait envisagé de changer de pension, mais les marchands le retrouveraient vite. Si les Hollandais n'étaient plus majoritaires au conseil municipal de Göteborg, ils tiraient encore les ficelles et disposaient de relais dans toutes les strates de la cité. Ils ne pouvaient pas ignorer leurs menaces. En parcourant les 8 bastions pointus dont l'un regardait la mer, Itzgo constata que les défenses de la ville étaient encore bien incomplètes. Ce constat fut une maigre consolation. Göteborg restait fragile face à une attaque danoise. Même si les Danois demeuraient à distance de la cité, peut-être parce qu'ils pensaient la ville bien défendue, maintenant que l'argent hollandais s'y déversait. Cette illusion ne tiendrait pas longtemps, sauf si on substituait une autre illusion. Il arpenta la ville et comprit comment il pourrait lever la menace des Hollandais et renforcer la défense de la ville, sans que le moindre piquet de bois soit planté. Sans répondre au sourire faux de Desgermais, il grimpa à grands pas les escaliers sombres de la pension pour se mettre au travail. Il mit la main sur la poignée lorsqu'un coup violent lui ébranla la tête. Itzgo ne voyait rien, mais au son des pas et des frottements de vêtements, il estima qu'au moins 2 autres assaillants se trouvaient sur le palier. Il tenta de tirer l'épée de son étui, mais un deuxième coup au ventre le fit se plier en 2. Il souleva de la main gauche le pommeau et s'en servit comme d'une arme pour frapper avec l'extrémité pointue l'épaule de l'un de ses assaillants. Les coups redoublèrent. Il se protégeait, tentait de répliquer comme il pouvait. Les coups pleuvaient sur lui, le souffle des hommes s'entremêlait, en fatiguait, jurait, criait, s'appuyait l'un sur l'autre, jusqu'à ce que Itzgo comprenne qu'on n'essayait pas de le tuer. Sinon, il baignerait déjà dans son sang. Un troisième homme venait d'entrer en jeu. Il profita du moment de flottement d'Itzgo pour le ceinturer par derrière. On le fouilla et lui prit sa clé. Il fut poussé dans sa chambre et une lampe à huile s'alluma bientôt. Les silhouettes prirent vie. L'un des 3 hommes, celui qui avait été blessé à l'épaule et tenait une main ensanglantée sur sa blessure, portait un masque en chiffon sur le visage. Les 2 autres non. Le premier craignait de se faire reconnaître. Ce n'était pas l'un des Hollandais. Itzgo remarqua ses jambes, des bas clairs, jaunes apparemment,
un des gardiens de ville qui logeait dans la pension et avait dû servir de guide aux deux autres qui, eux, ne s'embarrassaient pas de masques. « Beaucoup de gens se demandent ce que tu fais à traîner ici, dit le premier avec un fort accent allemand. L'autre fouilla tranquillement la chambre d'Itzgo et se concentra sur le coffre. Il tendit la main. « La clé, murmura l'Allemand. Itzgo fixa l'homme en face de lui sans ébrancher de geste. L'Allemand lui tordit le bras. Itzgo grimaça. L'autre attendait. Vu la disposition des lieux, Itzgo pensait pouvoir échapper à ses agresseurs. L'un était blessé et les deux autres se gêneraient à tenter de le maîtriser. Ils ne voulaient pas le tuer, mais cherchaient des documents ou de l'argent. Ça pouvait être un traquenard fomenté par le gérant Ludolf Germé. Était-il assez bête pour attaquer ses propres clients et les laisser en vie? Il aurait très bien pu dépouiller Itzgo 10 fois plus déjà. Mais les Hollandais avaient parlé de compensation, évoqué ses talents de cartographe. Il n'eut pas le temps de réfléchir plus. Celui qui s'était fatigué de tendre la main lui lança un violent coup de poing dans le ventre. Itzgo se tordit, le souffle coupé. En se relevant, il recula brutalement et repoussa l'Allemand et le garde de ville dans le couloir d'étage. Un fracas de planches cassées et le cri envahit la chambre. Itzgo se retourna, mais celui resté dans la chambre était déjà sur lui, un poignard pointé sur sa gorge. L'homme enfonça légèrement la pointe, le temps que les deux autres se reprennent. Il avait un accent inconnu, écossais peut-être. Il entraînait beaucoup dans les rues. L'Allemand ceintura de nouveau Itzgo et le fouilla. Il trouva la clé du coffre et la donna à l'homme au poignard. Il ne fut pas longtemps à l'Écossais pour vider le contenu du coffre. Itzgo se maudit. Il renfermait une bourse avec les 3/4 de son argent, des centaines de dallers. L'homme la vida sur le lit, siffla et fit 3 tas. Il en enfourna un dans une poche de sa redingote. Il fouilla parmi les vêtements. Il cherchait autre chose. L'argent n'était qu'un à côté. Pas le but de cette visite. Il regarda Itzgo, puis retourna la couverture du lit. Il s'en prit au mur, au plancher, et finit par trouver la cache juste derrière la porte. Il en sortit les précieux éléments de cartes qu'Itzgo avait collectés. Il s'arrêta longuement sur ceux du Spitzberg et de Laponie, délaissant ceux de Stockholm et de Göteborg. À n'en pas douter, cet Écossais avait des instructions précises. Il vérifia qu'il avait bien tous les morceaux constituant la carte complète de Laponie, sûrement la meilleure existant à ce jour, qu'Itzgo destinait à Jacques de Monts, et celle du Spitzberg que Colwerth lui avait payée. Certaines seraient prêtes à débourser une forte somme pour les obtenir. L'Écossais
décocha un grand sourire à Itzgo, mit les cartes dans sa redingote et s'approcha de lui. « Du beau travail, l'ami. » Il récupéra son poignard, tandis que l'Allemand prit ses pièces sur le lit et donnait le reste au blessé, qui soufflait bruyamment sous son masque. L'Écossais promenait le poignard sous les yeux d'Itzgo, glissant le long de son cou et de sa poitrine, s'arrêta en pressant légèrement. « Inutile de nous suivre, nous trouverons la sortie. » Un coup le frappa à l'arrière de la tête. Il s'écroula en travers de son lit. Lorsque Itzgo revint à lui, le jour était levé depuis un moment. Les cris des vendeurs de poissons de la place lui vrillaient les tympans. Il souffrait d'un solide mal de crâne. Il s'aspergea la figure d'eau, grimaça. Il regarda autour de lui. Les cartes. Il monta directement à la chambrée, occupée par les gardes et les matelots. 2 des gardes devaient être de faction actuellement. Le 3e, Marco Sand, le jeune à la moustache naissante, devait dormir seul après sa garde de nuit. Autant commencer par lui. Itzgo poussa la porte vivement, épée à la main. Le jeune garde se trouvait seul. Il se retourna vivement sur sa paillasse à l'entrée d'Itzgo, prit l'air surpris et grimaça de douleur. Itzgo lui appuya aussitôt la pointe de son épée sur la poitrine. Itzgo lui talonna l'épaule, ce qui arracha un cri au jeune homme. « Vous me faites mal! Pitié! Dépouillez-moi, mais laissez-moi la vie. » Itzgo fouilla le jeune homme, souleva sa paillasse, trouva un chiffon avec 2 trous à la place des yeux, qu'il dénoua sur le sol. Il contenait une poignée de dollars. À croire que le soldat de ville avait tout fait exprès pour se faire attraper. Un garde vint chercher Itzgo 2 jours plus tard à la nouvelle pension où il avait éménagé sur la grande place, sur l'autre rive du canal traversant la cité. Le soldat le conduisit à l'hôtel de ville. L'officier qu'il avait rencontré en lui livrant Marcus Sand l'emmena à l'arrière du bâtiment où se trouvait la prison. Marcus Sand se morfondait, allongé à terre, l'allure misérable. Il gémit en apercevant Itzgo. L'officier le montra au Français. « Il n'a pas mangé depuis 2 jours. Hein. » L'officier s'attendait visiblement à une réaction. Itzgo le regarda en silence, l'air interrogatif. Tout ce qui lui importait était que le malfaiteur soit jugé et que ce commanditaire soit retrouvé. « Il n'a pas mangé depuis 2 jours, répéta patiemment l'officier. « Vous devez lui apporter de quoi se nourrir. Jusqu'au procès, c'est la loi. Sinon, c'est vous qui finissez là. » Itzgo regardait les 2 hommes. L'officier paraissait très sérieux. Marcus Sand prit un air plus misérable encore, mais Itzgo pouvait voir que le jeune soldat, qui n'avait conservé que les chaussettes jaunes de son uniforme, jouissait de la situation, comme s'il m'avait joué un bon tour.
Itzgo s'était demandé pourquoi il avait attrapé Marcus si facilement. Maintenant, il comprenait. Les jours suivants, Itzgo apporta de la bouillie d'avoine et du pain noir aux prisonniers qui prenaient l'air souffreteux dès qu'il approchait. Au 6e jour, il se mit à râler, preuve qu'il allait mieux. Et un peu de poisson, peut-être, hein. Un petit pichet de bière. Quand même, on vous a laissé la vie. Le jour du procès, Sand fut condamné. Il ignorait le nom des commanditaires. Il avait été recruté par l'Allemand, qui avait disparu tout comme l'autre acolyte. Les Hollandais s'étaient absentés à Delft pour une durée indéterminée et le gérant, Ludolf Dugermé, n'avait fait que secouer ses viandes de flasque en guise de réponse aux claques de l'officier enquêteur. Pour sa peine, le soldat dut courir 2 allers-retours le long de la rue de l'église, à travers un couloir humain constitué de 200 paysans qui le frappèrent à coups de trique. Itzgo, qui assista à l'application de la peine, put voir comment leurs visages, habituellement éteints par la misère et la fatalité, s'animèrent d'une intensité revancharde. Ils expurgeaient leurs peines et leurs malheurs, crachaient au passage du condamné, ricanaient de se trouver du bon côté de la trique et se donnaient des coups de coude impatients en attendant le passage suivant. Aucun ne savait pourquoi le gamin se tordait sous eux. Mais on ne refusait pas une telle distraction, hein. Demain, ça pourrait être leur tour. Ou bien ils crèveraient de maladie, de la peste, du froid, du couteau du voisin qui ricanait avec eux ou d'un maudit traquenard. Les paysans se dispersèrent à regret à la fin du 4e passage. Marcus Sand avait le dos et le crâne en sang. Lorsqu'il parvint au bout de son calvaire et s'écroula aux pieds d'Itzgo. L'officier désigna la loque ensanglantée. Affaire réglée. Il cracha aux pieds du soldat, non sans lui avoir donné une dernière gifle et repartit. Itzgo fit demi-tour et fit un pas, aussitôt stoppé par Sand qui s'accrochait à sa redingote. « Pitié, monseigneur, pitié, ne m'abandonnez pas, vous devez m'aider. » Itzgo se retourna, estomaqué par son culot. « Ceux qui m'ont mis dans cette situation m'ont abandonné. Par le Christ, je ne vous voulais aucun mal. J'ai perdu mon poste de soldat de ville. Je vais mourir là. Mon dernier souffle jaillira sous vos yeux et on me laissera pourrir dans cette boue infestée d'asticots et de vermine. » Autour d'eux, les gens passaient, l'air soumis, indifférent. Tous les jours, des charrettes transportaient des morts à l'extérieur des remparts. On mourait, et pire, Itzgo le savait, ça ne faisait pas plus à manger pour les vivants. Il reporta ses yeux sur le jeune garde insolent qui aimait à claquer son mousqueton contre son épée pour faire frémir les bajoux de Dugermé. Ses longs cheveux blancs étaient mêlés de boue et de sang.
Ses habits de drap pendaient en lambeaux sur son corps décharné et meurtri. Itzgo l'aurait bien laissé crever sur place. À cause de lui, ses 2 cartes les plus importantes avaient disparu. Mais il avait parlé de souffle. Et le souffle, c'était Carmelo, Sagre, la baleine. Itzgo lui tendit la main que Marcus Sand, d'abord interdit, baisa. Eh ben, au revoir et à la prochaine.